Avec l'accord de Paris sur le climat en 2015, la France et les autres pays signataires se sont fixés d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors ça nous oblige à lancer tout un tas de grands chantiers, de la transformation du mix énergétique à l'électrification des transports en passant par la construction de bâtiments passifs, c'est-à-dire dont la consommation énergétique est nulle. Et ça n'est pas une petite économie, parce que le secteur du bâtiment est extrêmement énergivore. En Île-de-France, il représente pas moins de 68% des consommations énergétiques et 48% des émissions de gaz à effet de serre. La transition écologique du secteur du bâtiment est donc un défi prioritaire. Seulement voilà, la construction neuve, comparée à la masse de l'existant, est assez négligeable, en particulier en Île-de-France, la région la plus densément peuplée, où seul 1% du parc immobilier est renouvelé. Alors il faut engager des travaux d'isolation. Ce qui a une valeur patrimoniale ou une valeur d'usage, naturellement, on le restaure, on le rénove, on le réhabilite. Et puis tout le reste, comme ces bâtiments modernes du milieu du 19e à la fin du 20e siècle qui ont mal vieilli, tout ça, on le rase pour construire du neuf. Enfin, ça c'est ce qu'on avait plutôt tendance à faire il y a quelques années, mais c'était oublier que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. En effet, l'énergie, les matériaux et le foncier se raréfient, donc si on veut atteindre la sobriété, réutiliser est souvent plus vertueux que remplacer, pour l'architecture comme pour le reste. En réhabilitant plutôt qu'en construisant du neuf, on peut diviser le bilan carbone par 2, c'est énorme. Ce sont des travaux de démolition, de terrassement et de fondation en moins, des gravats en moins, du béton armé en moins, donc autant de fer, de sable, de ciment et d'eau qu'on ne consomme pas. Qui plus est, les édifices modernes ont souvent l'avantage de posséder une structure poteau-poutre, ce qui facilite grandement les réaménagements. Alors, peut-être bien que ces bâtiments ne sont pas un fardeau, mais au contraire une opportunité pour la transition vers une ère post-carbone. Seulement, le problème de ces usines, garages, bureaux et autres bars modernes, ce n'est pas uniquement que ce sont des passoires thermiques. Ces bâtiments obsolètes sont dépréciés, dévalorisés, parfois même détestés, parce qu'ils ne correspondent plus à nos attentes esthétiques et fonctionnelles. Alors, comment fait-on du neuf avec du vieux? Comment les architectes réinventent-ils l'existant pour d'une opérer cette transition vers un modèle post-carbone et de deux, les adapter à des usages actuels. Avant toute chose, est-ce que c'est clair pour vous la différence entre restaurer, réhabiliter et requalifier? Je vous la fais courte, restaurer c'est remettre un bâti dans son état originel, ça concerne l'architecture monumentale. Réhabiliter c'est rénover, c'est une mise à jour de l'ancien aux exigences fonctionnelles et environnementales actuelles. Et requalifier ou reconvertir, c'est réhabiliter en changeant le programme du bâtiment, en modifiant sa destination fonctionnelle. Car en effet, la ville se métamorphose. Certains secteurs sont en tension alors que d'autres sont mis au Paris comptait autrefois plus d'une centaine d'immeubles parking, alors qu'aujourd'hui, seul un tiers des ménages parisiens possèdent une voiture. L'immeuble standard de bureau est obsolète, les usines sont boutées des centres-villes, les entrepôts sont désaffectés. A contrario, Paris est en pénurie constante de logements. Alors l'équation semble toute trouvée. Poussé par les pressions foncières et environnementales, il s'opère un curieux jeu de chaises musicales fonctionnelles. On transforme garages et immeubles tertiaires en habitat et friches industrielles en tertiaires, en commerce ou en équipement public. Mais ça ne se fait pas simplement en claquant des doigts. Si l'immeuble d'habitation, la tour de bureau et le garage automobile ne se ressemblent pas, ça n'est pas que pour des raisons esthétiques. Les trames structurelles, les circulations, les façades et les volumétries, en particulier les épaisseurs de bâti, répondent à des occupations des lieux différentes et donc génèrent des typologies architecturales différentes. Et intuitivement, on sent que certaines reconversions vont être plus évidentes que d'autres. Par exemple, la transformation des magasins généraux de Pantin en bureaux et lieux culturels semble aller de soi. À l'origine, ce qu'on appelle les magasins généraux, ce sont des stockages de denrées. Celui de Pantin, alimenté par le canal de l'Ourcq, est inauguré en 1931. Vestige d'une architecture industrielle au système poteau-poutre de béton, l'édifice est désaffecté en 2001 et devient une cathédrale du graphe. Mais en 2016, après 4 ans de travaux, les magasins généraux réouvrent. Espace d'exposition au rez-de-chaussée et siège social de l'agence de pub BETC aux étages.
Un bâtiment de stockage constitué de très grandes surfaces de plancher libres de tout cloisonnement et aux grandes hauteurs sous plafond, en fait, il est tout trouvé pour y loger des espaces d'exposition et des open space. L'intervention la plus lourde, pilotée par l'architecte Frederick Young en charge du projet, a été de démolir partiellement au cœur pour créer un vide, un patio dans chaque volume, afin de chercher de l'air et de la lumière naturelle dans les bureaux. Et ironiquement, cette qualité d'espace, fruit de l'adaptation de l'existant à un nouveau programme, en fait, elle est bien supérieure à ce qu'on trouve dans l'offre de bureaux standards, qui manque généralement de générosité et de flexibilité. Et puis, ce que nous rappelle cette opération, parce que c'est loin d'être un scoop quand même, c'est que la friche industrielle, elle peut être belle dans son expressivité brute. C'est un authentique patrimoine, un héritage digne d'être conservé pour ses qualités plastiques et fonctionnelles. Le travail de l'architecte consiste ainsi à mettre en valeur, en redonnant de la lisibilité à un édifice altéré et délabré. A contrario, certaines reconversions sont carrément moins évidentes et relèvent clairement du level 30 à Tetris. J'ai épluché pas mal de projets, en cours ou en études, avec la même typologie de contraintes. Des immeubles parking, des garages ou des petites industries construits sur des parcelles enclavées au sein du tissu urbain parisien et qu'on souhaite reconvertir en logement. La stratégie est la même, démolir partiellement la structure pour créer un patio central, voire plusieurs courettes, afin de désépaissir le volume et d'aller chercher l'air et la lumière. L'exercice intellectuel est hyper stimulant, mais l'existant pose des contraintes difficilement surmontables. L'enclavement du volume originel, ouvert sur la façade sur rue seulement car ceint par divers bâtiments, permet rarement de trouver des bi-orientations. Du coup, on se retrouve le plus souvent avec des logements mono-orientés donnant à voir sur le patio central. Ça convient difficilement à des logements familiaux, alors on en fait le plus souvent des résidences étudiantes ou de travailleurs, ou des chambres d'hôtel. Autre contrainte difficilement conciliable, les poteaux porteurs des parkings sont espacés d'un multiple de largeur de bagnole, c'est logique. Sauf que, les gens ne sont pas des bagnoles. 2,60 m c'est trop étroit pour un salon, le double c'est trop large. Résultat, la trame de logement nouvellement créée ne coïncide pas avec la trame porteuse existante, et on se retrouve souvent avec des poteaux au milieu du salon. Vous l'avez compris, les contraintes de l'existant peuvent faire de ces reconversions un véritable casse-tête spatial. Je vous ai déjà dit que le type qui a inventé le Rubik's Cube c'est un archi, mais le plus gros potentiel de transformation pourrait bien concerner les anciens bureaux. En effet, le marché du tertiaire étant déflationniste et celui du logement inflationniste, la reconversion en logement pourrait être préférable économiquement à la réhabilitation. Alors je vous montre une opération toute récente et particulièrement remarquée. On est dans le quartier des Invalides, à 2 pas de l'Assemblée nationale et du musée d'Orsay, dans ce qu'on appelle l'îlot Saint-Germain, où se situait autrefois l'état-major des armées. Celui-ci ayant déménagé dans le 15e, plusieurs opérations publiques et privées réinvestissent les lieux. Alors ici, ce n'est pas ce bel immeuble 18e qui nous intéresse, mais celui en cœur d'îlot, là, construit en 1960 et moins prestigieux. Le 7e arrondissement de la capitale, n'étant par nature, disons, pas très mixte socialement, la mairie décide de convertir ses bureaux ministériels en un immeuble accueillant 194 logements sociaux et très sociaux. C'est François Brugel, architecte associé, et H2O architecte qui sont aux commandes de cette requalification. L'édifice en L compte 9 niveaux, il est plutôt étroit pour du tertiaire, ce qui le rapproche de la volumétrie d'un immeuble d'habitation. Ses façades tramées aux grandes fenêtres carrées sont porteuses, et à l'intérieur on trouve une double trame de poteaux-poutres. En somme, la structure est une quasi-ossature en poteaux-poutres. On peut ainsi démolir toutes les cloisons internes qui sont non porteuses, ce qui nous laisse des planchers libres que l'on peut réaménager à l'envi. On perce les dalles pour y loger de nouvelles cages d'escalier et on installe les 194 logements du T1 au T4. Mais un immeuble du bureau n'est pas un immeuble de logement. Les architectes accolent à la façade existante une nouvelle trame, une structure en béton à l'apparence de pierre qui permet au logement côté cour de bénéficier de généreux balcons et aussi de marquer symboliquement ce changement de destination. Pour accéder au balcon, on démolit les allèges, c'est-à-dire les murs sur lesquels reposent les fenêtres, et on y pose à la place de grandes portes vitrées verticales.
Ainsi, les architectes ont réussi à transformer l'existant avec brio. Même si, il faut l'admettre, la trame des fenêtres de 1,75 m, parfaitement appropriée à un programme de bureau, contraint là aussi fortement l'aménagement des appartements qui sont parfois moins optimaux que dans du logement neuf. D'ailleurs, petit aparté, en constatant toute la complexité pour adapter l'existant aux usages actuels, on se dit que ce serait quand même bien que les bâtiments neufs soient pensés de manière à anticiper les besoins futurs. Eh bien, ça commence à se faire. Par exemple, cet édifice de l'école polytechnique de Saclay, conçu par l'agence Brutair. La trame, presque nue de poteaux dalles, accueille à chaque étage des programmes différents. Logement étudiant, équipement collectif, commerce et parking. L'austère neutralité des aménagements est réversible selon les besoins. Ainsi, les niveaux de parking pourront être par exemple reconfigurés en logement une fois que la ligne 18 du métro parisien sera parvenue jusqu'au campus. Voilà, ces reconversions sont assez spectaculaires, puisqu'elles transforment profondément l'existant pour en faire autre chose. Mais la réhabilitation peut être tout autant ambitieuse. J'en veux pour preuve la tour Bois-le-Prêtre, construite en 1961 dans le 17e arrondissement, entre la Porte Pouchet et le cimetière des Batignolles. Pur produit de la doctrine moderne, cet HLM à l'esthétique minimaliste est composé d'une structure préfabriquée et standardisée, ses 16 niveaux accueillant chacun entre 4 et 8 logements. Mais bientôt, le périph' de Paris serpente en bas de la tour, amenant son lot de pollution visuelle, aérienne et sonore. La suite, vous la connaissez, l'irréductible détérioration des grands ensembles. En 1990, une campagne de mise aux normes du parc HLM entreprend la rénovation de la tour qui est une passoire thermique. Isolation par l'extérieur, réfection des façades et... c'était franchement difficile de faire plus moche. En 2001, Paris lance le grand projet de renouvellement urbain, une politique de démolition-reconstruction que d'aucuns considèrent comme une aberration sociale, économique et environnementale. Mais la tour Bois-le-Prêtre est épargnée, car l'OPAC lance un concours d'architecture en 2005 dans l'objectif d'en faire une réhabilitation exemplaire. C'est le duo Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, associé à Frédéric Druot, qui remporte le concours. Et voilà l'idée de notre équipe, accoler contre l'édifice existant une seconde structure sur les façades est et ouest, une sorte d'enveloppe extérieure. Celle-ci a de nombreuses vertus. Elle crée une extension de jardin d'hiver qui permet d'augmenter la surface des logements de 40% en moyenne. Elle maximise l'ensoleillement à l'intérieur des appartements, elle régule le confort thermique en été comme en hiver, elle fait tampon entre l'intérieur et les nuisances sonores de l'extérieur, elle offre des balcons à chaque logement, et enfin, elle redonne à la tour une esthétique minimaliste. Mais comment ouvre-t-on la façade existante pour greffer la nouvelle par devant ? Eh bien, c'est la grande vertu des systèmes constructifs modernes. Le mur de façade n'est pas porteur, c'est un remplissage. L'isolation par l'extérieur de 1990, puis la façade originelle de 1961 sont démontées et sont remplacées par des vitrages coulissants toute hauteur avec des garde-corps temporaires comme on peut le voir sur ces images. Puis la nouvelle structure métallique est montée progressivement, des modules préfabriqués empilés et fixés au bâtiment existant. L'enveloppe extérieure coulissante en polycarbonate transparent ferme les jardins d'hiver. Enfin, des rideaux thermiques argentés sont installés, participant au confort climatique et à l'intimité. Mais ça n'est pas tout, Une autre spécificité géniale de cette réhabilitation, c'est la manière dont les habitants se sont redispatchés dans les différents appartements, un peu comme dans le jeu de taquin, vous allez voir. Tout d'abord, un travail de concertation est mené auprès des habitants pour connaître leurs besoins. Un appartement plus grand, configuré comme ci ou comme ça, etc. Puis les appartements sont repensés afin d'offrir 16 configurations différentes, du T2 au T6. L'OPAC n'ayant pas reloué une dizaine de logements laissés vacants, on commence par rénover ceux-ci, puis on y emménage des familles, ce qui libère des appartements que l'on peut rénover, dans lesquels on emménage d'autres familles, etc. Ainsi, les habitants de la tour Bois-le-Prêtre, qui y vivent parfois depuis plusieurs décennies, ont pu y rester en ne déménageant que quelques étages en dessous ou au-dessus. Au final, cette requalification a coûté 40% moins cher qu'une démolition-reconstruction. Elle est économique, écologique et sociale.
Voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'importance pour les architectes et pour la société dans son ensemble de réinventer l'existant. En Île-de-France, 70% des permis de construire délivrés concernent déjà une intervention dans l'existant, et si l'on veut atteindre nos objectifs environnementaux, le rythme doit s'accélérer. Mais vous l'avez vu, c'est un type d'intervention particulièrement complexe, donc ce qui irait dans le bon sens, ce serait qu'une nouvelle génération d'architectes soit formée à cet exercice dès les études. Eh ben ça tombe bien parce que c'est exactement ce que sont dit la DRAC et la DRIAT d'Île-de-France. Elles organisent depuis l'année dernière un concours à destination des étudiants des 7 écoles d'architecture de la région. Tout est dans le titre, réinventer l'existant, les architectes de demain imaginent notre avenir post-carbone. Et les 13 projets finalistes de cette deuxième édition sont exposés à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France jusqu'au 25 octobre. Été vraiment impressionné par la qualité des dossiers. La première chose qu'on a vraiment regardé, c'est la qualité du diagnostic. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait un cheminement du diagnostic vers la proposition. Et puis on a aussi veillé à ce que la question énergétique soit bien prise en compte. Et puis on a aussi évidemment été attentif à la qualité du rendu. Et donc le choix n'a pas été facile, mais on a quand même réussi à se mettre d'accord. Et donc je voulais vous dire que nous avons sélectionné 3 lauréats. Sur le quartier de la Maladrerie de René Caillusté. Et on avait donc 3 thématiques. L'objectif premier, c'était de revitaliser le réseau piéton. Ensuite, c'était de générer une dynamique solidaire, notamment sur les rez-de-chaussée, parce qu'on avait des espaces vacants. Et enfin, c'était de travailler la thermique dans les logements. Et tout ça, c'était relié à un long diagnostic qu'on a fait avec les habitants et les collectifs d'habitants. Ça a été une expérience très riche. Ça consiste en la transformation d'un parking silo en logement. On a voulu vraiment conserver le langage existant avec ses demi-niveaux et aussi ses fenêtres bandeaux particulières. Il a subi un incendie en 2020. Enfin, la structure était assez endommagée et assez impactée justement par cet incendie-là. On a essayé de conserver au maximum justement cette structure existante-là pour limiter l'empreinte carbone par la construction, de la réhabilitation. Après, l'autre enjeu aussi de ce projet, c'était justement d'amener de la lumière. Le but, c'était de respecter justement le bâti environnant, même de l'améliorer justement en agrandissant ses courettes existantes et permettre même aux logements voisins d'avoir encore plus de lumière que ce qu'ils avaient à l'origine. Le projet, il part du rapport de la ville de Paris, Paris à 50 degrés. Et on a découvert la thématique de la Bièvre dedans. Donc la Bièvre, c'est une rivière francilienne. À Paris, la rivière, elle a été totalement recouverte au début des années 1900. Aujourd'hui, par rapport au problème des îlots de chaleur urbains, il y a la problématique de réouvrir la Bièvre donc pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains. Donc c'est comme ça qu'on a découvert notre site, l'îlot Buffon-Poliveau. Donc nous, on s'intéresse à la transformation de cet îlot à partir de la réouverture de la rivière. Voilà, l'exposition est jusqu'au 25 octobre à la Maison de l'Architecture installée dans le couvent des Récollets, 148 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Gare de l'Est. D'ailleurs, c'est un petit peu méta, puisque le bâtiment lui-même est une reconversion d'un ancien couvent franciscain. Je remercie beaucoup la DRAC Île-de-France, le partenaire de cette vidéo, pour m'avoir offert de travailler sur ce sujet vraiment stimulant. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture.